Une pauvre femme de ménage, douce et attentionnée, a aidé une vieille dame tombée sur le trottoir, sans savoir que le fils de celle-ci avait tout vu et est tombé éperdument amoureux d'elle. Claire Lefebvre se levait toujours avant l'aube, quand la ville dormait encore sous la brume fine des matins d'hiver. À 28 ans, elle n'avait jamais connu le luxe de l'insouciance. Son réveil sonnait à 5 heures, une mélodie douce mais implacable qui annonçait le début d'une nouvelle journée. Elle s'extrayait du lit avec la lenteur d'un corps fatigué mais la détermination de quelqu'un qui ne pouvait se permettre de céder. Chaque matin, elle enfilait son uniforme modeste, une blouse grise repassée avec soin, et préparait un simple café noir qu'elle buvait debout en silence, dans la petite cuisine de son modeste appartement en périphérie de Lyon. Elle vivait avec sa mère, Hélène, une femme autrefois vive et enjouée, désormais alitée et affaiblie par une maladie auto-immune qui progressait lentement mais sûrement. Claire assumait seule toutes les charges, les factures, les médicaments, les visites médicales et les courses. Elle travaillait comme femme de ménage dans divers quartiers de la ville, passant de maison en maison, transportant ses produits, d'entretien dans un grand sac usé mais propre, tenu toujours à la main droite. Sa routine était réglée à la minute près, chaque trajet calculé pour éviter les retards, chaque pause limitée au strict minimum. Malgré les heures longues et les douleurs lombaires, elle ne se plaignait jamais. Elle souriait à ceux qu'elle croisait dans les couloirs des immeubles, aidait les voisins à porter leurs sacs d'épicerie, répondait toujours par un bonjour sincère et un regard doux. Ses clients, souvent absorbés par leur propre quotidien, remarquaient à peine la jeune femme discrète qui faisait briller leur sol et ordonnait leurs intérieurs. Mais certains, les plus attentifs, sentaient que Claire était différente. Il y avait dans sa manière de travailler une forme de dignité silencieuse, presque fière, comme si elle nettoyait non pas pour gagner sa vie, mais pour remettre de l'ordre dans un monde qu'elle refusait de voir sombrer dans le chaos. Lorsqu'elle rentrait chez elle, le soleil avait déjà disparu derrière les collines. Elle préparait le dîner, veillant à cuisiner des plats doux pour l'estomac fragile de sa mère, puis s'asseyait à son chevet. Les deux femmes parlaient peu. Parfois, Hélène lui racontait un souvenir de jeunesse, une promenade au bord de la Saône, un bal d'été à la campagne. Claire écoutait, la main posée sur celle de sa mère, et rêvait en silence d'un temps où les choses auraient pu être différentes. Le seul moment véritablement à elle, c'était tard le soir. Quand tout était calme, Claire s'asseyait sur le petit tabouret en bois de la salle à manger, devant un clavier électronique vieux de plus de 15 ans, cadeau de son père avant sa mort. Elle posait ses doigts sur les touches jaunies et jouait sans partition de mémoire. Les notes résonnaient faiblement dans l'appartement sombre, mélodies inachevées d'une passion abandonnée faute de moyens. La musique était pour elle une prière, un exutoire, un rappel qu'elle n'était pas seulement une domestique, mais une femme avec des rêves étouffés par la réalité. Son quotidien se répétait ainsi, jour après jour, dans une boucle épuisante et muette. Mais ce que Claire possédait, plus que toute chose, c'était une force tranquille. Elle portait son fardeau avec une grâce rare. Même les enfants, dans la rue, qui la voyaient passer avec ses sacs pleins de produits d'entretien, lui faisaient des signes de la main. Elle répondait avec un sourire. Un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait sous une pluie fine et persistante, elle vit un jeune homme tenter de changer une roue sous le lampadaire cassé d'un parking désert. Sans réfléchir, elle s'approcha, lui proposa son parapluie et resta là à l'abriter sans rien dire. Il la remercia timidement, surpris qu'une inconnue, elle-même trempée et visiblement exténuée, prenne ainsi soin de lui. Ce n'était pas la première fois que Claire offrait ce genre de geste. Pour elle, aider était une seconde nature. Elle ne le faisait pas pour être vue, ni pour se sentir noble. Elle le faisait parce qu'elle ne pouvait faire autrement. Le lendemain matin, avant de partir pour son premier ménage de la journée, elle passa par la boulangerie du coin pour acheter une demi-baguette. Le boulanger, qui connaissait sa situation, ajouta un croissant en silence. Claire le remercia avec un regard sincère, glissa le tout dans son sac et prit le bus sous une nouvelle averse. Elle ne savait pas que cette journée allait changer sa vie. Pour l'instant, elle ne pensait qu'à tenir une journée de plus. Veuillez me faire part de vos impressions ou suggestions et je passerai à la partie 2 dès votre validation. Ce matin-là, la pluie tombait drue, martelant les trottoirs, de Lyon d'un rythme soutenu. Claire marchait d'un pas rapide, ses chaussures détrempées par les flaques qui s'accumulaient entre les pavés.
Le ciel bas et gris semblait peser sur ses épaules déjà fatiguées. Elle avait commencé sa journée plus tôt que d'habitude, espérant terminer son ménage dans une résidence cossue avant que les bus ne soient trop encombrés. Son sac de produits d'entretien, pendu à son épaule, ballottait au rythme de ses pas. Elle traversait une rue bordée de platanes, dont les feuilles mortes détrempées collaient au sol comme des larmes d'automne. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner au coin du pâté de maison, un mouvement attira son regard. Sur le trottoir opposé, une silhouette semblait s'être effondrée. Intriguée et inquiète, Claire ralentit. Ce n'était pas un simple passant assis ou un sans-abri au repos. C'était une femme âgée, allongée sur le flanc, les vêtements trempés, la peau pâle et les cheveux gris collés à son front. Sans réfléchir, Claire traversa précipitamment la rue, ignorant les voitures qui klaxonnaient, son cœur battant à tout rompre. Elle laissa tomber son sac de nettoyage au sol et s'agenouilla dans la flaque d'eau froide. L'odeur de l'humidité et du bitume montait à ses narines, mais elle n'y prêta pas attention. La vieille dame semblait confuse, son regard perdu dans le vide. Elle murmurait des mots incohérents, tentant de se relever sans succès. « Ne bougez pas », chuchota Claire avec douceur, retirant son propre manteau pour le poser sur les épaules tremblantes de la femme. « Je vais appeler les secours, tout va bien se passer. » Tandis qu'elle parlait, elle sortit son téléphone portable de la poche arrière de son jean mouillé. Ses doigts glissaient sur l'écran trempé, mais elle parvint à composer le numéro des urgences. Sa voix ferme mais douce donna calmement l'adresse exacte. Elle rassura l'opératrice, expliquant que la dame semblait avoir fait un malaise. En attendant l'ambulance, Claire prit la main froide de la vieille femme et lui parla doucement, comme on parle à un enfant. Elle évoqua les fleurs du printemps, les marchés animés du dimanche, la chaleur d'un thé au jasmin. Des mots simples, mais chargés de chaleur humaine. Elle lui caressait la main, tentant de la maintenir éveillée, lui parlant avec cette douceur inépuisable qui la caractérisait. Peu importait qu'elle soit en retard à son travail ou que son sac repose maintenant dans une flaque boueuse. À ce moment précis, rien ne comptait davantage que cet inconnu allongé sur le sol. Quelques minutes plus tard, les gyrophares rouges et bleus apparurent au coin de la rue. Les ambulanciers sortirent précipitamment du véhicule, prenant aussitôt en charge la dame. Claire se recula pour leur laisser de la place, les bras croisés contre sa poitrine glacée, grelottant de froid sous sa chemise trempée. Un des secouristes lui adressa un regard reconnaissant. « Vous lui avez probablement sauvé la vie, mademoiselle. » Elle ne répondit que par un sourire discret, presque gêné. Alors qu'on chargeait la dame dans l'ambulance, Claire s'approcha, brièvement pour lui glisser un petit mot dans la main. Un bout de papier arraché de son carnet de ménage, sur lequel elle avait griffonné quelques mots au stylo bleu. « Prenez soin de vous. Vous m'avez rappelé ma mère. » Puis, sans attendre de remerciements, sans chercher à se faire remarquer, elle ramassa son sac gorgé d'eau, remit ses cheveux en place du revers de la main et reprit sa marche dans la pluie battante, disparaissant dans les rues comme une ombre bienveillante. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la rue, à l'intérieur d'une voiture noire stationnée sous un arbre, un homme l'avait observée tout ce temps. Il avait vu le geste désintéressé, la manière dont elle avait couvert la vieille femme, sa patience sous la pluie, sa douceur. Ce n'était pas un passant curieux ni un simple témoin, c'était Étienne Moreau, venu ce jour-là à Lyon rendre visite à sa mère pour quelques jours. Et sans le savoir, Claire venait de faire bien plus que sauver une vie. Elle venait d'ouvrir la porte à une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Assis à l'arrière de la voiture noire, Étienne Moreau n'avait pas bougé. La pluie tambourinait doucement sur le toit du véhicule, comme un métronome régulier, tandis que ses yeux restaient fixés sur le trottoir où la scène venait de se dérouler. Il n'était pas du genre à s'attarder sur les passants. Depuis son enfance, il avait été élevé dans l'ombre des grands hôtels particuliers parisiens, entouré d'art, de chiffres et de silence poli. Pourtant, cette femme, cette inconnue trempée et discrète, venait de bouleverser quelque chose en lui. Il avait vu toute la scène. Il était arrivé quelques minutes avant que la vieille femme ne tombe. Le chauffeur, un homme discret, du nom de Léon, l'avait conduit jusque-là pour une réunion annulée à la dernière minute. Étienne, frustré, avait décidé de rester dans la voiture, le regard distrait quand il avait aperçu la chute. Il avait d'abord cru que quelqu'un d'autre allait intervenir, mais les passants s'étaient contentés de tourner la tête ou de presser le pas. Et puis elle était apparue,
Elle avait traversé la rue comme poussée par une force invisible, sans hésitation, sans chercher un témoin. Étienne n'avait jamais vu un geste aussi pur. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié, c'était de l'humanité à l'état brut. Une empathie qui ne cherchait ni regard, ni reconnaissance. Il avait observé chaque mouvement, chaque expression fascinée. Ce n'était pas seulement la scène en elle-même qui le touchait, mais l'énergie qui émanait d'elle. Elle semblait porter en elle une forme de bonté oubliée dans le monde où il évoluait. Lorsqu'elle avait quitté la scène, trempée jusqu'aux os, il avait senti un pincement étrange au fond de la poitrine. Pas de la pitié, plutôt une forme d'admiration brute mêlée d'une curiosité sincère. Qui était-elle? Pourquoi une femme comme elle, visiblement en difficulté elle-même, prenait-elle le temps de sauver une inconnue avec tant de douceur? Étienne n'était pas un homme sensible d'ordinaire. Dans son monde, les gestes étaient codifiés, les intentions dissimulées sous des couches d'ambition ou de stratégie. Rien n'était jamais aussi direct, aussi évident. « Vous voulez qu'on y aille, monsieur Moreau ?» demanda Léon en jetant un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. « Non, pas encore. » Il ouvrit doucement la portière et descendit, restant sous le porche d'un immeuble, protégé de la pluie. Il regarda longuement la direction qu'elle avait prise, mais elle avait déjà disparu. Il s'approcha lentement du trottoir, regarda les marques laissées dans la flaque d'eau, la tache de boue où son sac avait reposé. Rien d'autre. Aucune trace de son passage. Étienne resta là un moment, incapable de comprendre pourquoi. Cette scène le hantait déjà. Il n'était ni romantique ni particulièrement émotif, mais il y avait dans ce qu'il venait de voir une vérité si nue, si étrangère à son univers habituel, qu'il ne pouvait la chasser de son esprit. Il retourna dans la voiture sans dire un mot. Sur le chemin du retour, il resta silencieux, les yeux rivés sur le paysage gris de la ville. Lyon lui semblait soudain différente, plus vivante, plus humaine. En rentrant chez sa mère, il monta directement dans sa chambre d'amis, s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur. Il ne savait même pas ce qu'il cherchait. Peut-être une manière de retrouver cette femme, de savoir qui elle était, mais il n'avait ni son nom, ni une photo, ni la moindre piste. Il pensa un instant à demander à l'hôpital vers lequel l'ambulance avait probablement conduit la vieille dame. Étienne n'était pas du genre à s'immiscer dans la vie des autres. Pourtant, cette fois, quelque chose l'y poussait. Il nota rapidement quelques mots dans un carnet. Femme sur le trottoir, manteau, pluie, douceur. Comme pour ne pas oublier. Comme si ces mots pouvaient l'aider à la retrouver. Il relut ces mots plusieurs fois, les trouvant à la fois ridicules et essentiels. Ce soir-là, alors qu'il dînait avec sa mère, il était distrait. Elle le remarqua immédiatement. Madame Moreau, veuve depuis peu, était une femme vive et perspicace. Elle connaissait son fils, savait lire entre ses silences. « Tu sembles ailleurs, Étienne. Une réunion difficile ?» Il leva les yeux vers elle, hésita une seconde, puis répondit avec sincérité inhabituelle. « Non, j'ai juste vu quelque chose que je n'arrive pas à oublier. » Elle ne posa pas d'autres questions, mais son regard s'attarda un moment sur lui. Elle devinait, sans en connaître la nature, que ce qu'il avait vu avait touché quelque chose de profond. Étienne, lui, se demandait encore pourquoi ce visage inconnu ne le quittait plus. Les jours suivants, Étienne Moreau fut obsédé par ce moment fugace sur le trottoir de Lyon. Il aurait pu l'ignorer comme tant d'autres scènes de la vie urbaine qui s'évanouissent aussitôt qu'elles se produisent. Mais non. Cette femme, son regard concentré sous la pluie, ses gestes pleins de soin, ne quittaient pas son esprit. Elle avait laissé une empreinte silencieuse, plus tenace que n'importe quelle réunion ou décision financière de sa carrière. Le matin, dès qu'il se réveillait, Étienne repensait à la scène, rejouait les détails dans son esprit comme un film muet. Il se rappelait la manière dont elle s'était agenouillée, la lenteur délicate de ses gestes, la phrase griffonnée sur ce papier qu'elle avait glissé dans la main de sa mère. Ce geste, si intime, si désintéressé, l'avait frappé, de plein fouet. Il voulait savoir qui elle était, non par caprice ni pour remercier simplement, c'était plus profond. Il sentait que s'il ne la retrouvait pas, il manquerait quelque chose, comme un livre dont on aurait lu seulement la première page. Il commença sa recherche de façon méthodique. Il se rendit à l'hôpital où sa mère avait été conduite ce jour-là. Il n'avait aucun droit officiel d'accès à l'information, mais son nom, sa prestance naturelle et un ton respectueux lui ouvrirent les portes. Il expliqua aux infirmiers qu'il souhaitait retrouver la jeune femme qui avait
Aider sa mère avant l'arrivée des secours. Un des agents de l'accueil se souvenait d'un signalement inhabituel dans le rapport de l'intervention. Une femme non identifiée qui avait laissé un mot. « On n'a pas son nom, monsieur », dit une infirmière en consultant l'écran. Juste une description vague. Je me souviens qu'elle portait un manteau gris et qu'elle a disparu dès l'arrivée des secours. Étienne remercia poliment et sortit du bâtiment. L'information n'était pas nouvelle, mais elle confirmait une chose. Cette femme n'avait rien laissé derrière elle, sauf son geste. Il arpenta ensuite les rues proches du lieu de l'incident, interrogeant discrètement les commerçants. Dans une petite boulangerie, il fit mouche. Une jeune vendeuse se souvenait d'avoir vu une femme correspondant à la description, achetant souvent une demi-baguette tôt le matin. Elle ne parle pas beaucoup, très polie. Je crois qu'elle vit pas loin d'ici, mais je ne connais pas son nom. Étienne nota mentalement l'adresse et continua à traquer les indices comme un détective guidé non par le devoir, mais par un besoin intime. Il fit le tour de plusieurs immeubles, feignant de chercher une femme de ménage pour un de ses appartements lyonnais. Il décrivait toujours la même personne. Environ 28 ans, cheveux châtains, silhouette fine, regard calme. Il entendait parfois un « ça me dit quelque chose », souvent rien. La ville semblait vouloir la protéger. Une semaine passa. Il rentra à Paris pour quelques jours, mais l'image de cette femme ne le quittait pas. Il dormait peu, travaillait distraitement. Lorsqu'il retourna à Lyon, il décida de pousser sa recherche encore plus loin. Il retourna à l'hôpital et demanda à consulter le sac de sa mère, laissé en salle d'urgence le jour de l'incident. On lui remit la besace de cuir noir, usée, contenant peu d'effets, des lunettes, un mouchoir en tissu, un petit miroir et un papier plié. Son cœur accéléra alors qu'il dépliait doucement la feuille. Ce n'était pas un simple mot griffonné à la hâte, c'était un petit billet cartonné, d'une propreté presque soignée. L'écriture y était ronde et féminine. « Prenez soin de vous, vous m'avez rappelé ma mère ». C'était bien le même message qu'il avait vu, mais il y avait une chose de plus, un dessin minuscule, dans un coin du papier. Un petit cœur discret, esquissé à l'encre bleue. Ce cœur simple et pur lui donna un choc. Il n'y avait pas de numéro, pas de nom, mais ce billet était tangible. C'était sa seule piste réelle. Il le glissa dans son portefeuille, entre ses cartes bancaires et son permis, comme un talisman. La nuit suivante, il rêva d'elle. Ce n'était pas un rêve romantique ou précis, juste une silhouette dans la brume, une femme qui marchait sous la pluie, tenant d'un parapluie qu'elle tendait à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il se réveilla, il comprit que cette recherche n'était plus simplement une obsession. Elle était devenue une nécessité, et il n'allait pas abandonner. Lyon, un matin de février glacé et silencieux. Étienne marchait lentement, les mains dans les poches de son manteau de laine sombre. Il tenait à la main une adresse griffonnée sur un papier qu'il avait obtenu d'une femme de ménage rencontrée par hasard, qui lui avait parlé d'une certaine Claire, toujours ponctuelle, toujours polie, et surtout toujours discrète. Elle travaillait, disait-on, dans divers quartiers résidentiels, mais jamais plus de 2 jours au même endroit. Cela compliquait les choses. Mais le nom Claire résonnait maintenant dans l'esprit d'Étienne avec une clarté particulière. Rentré chez sa mère pour une courte visite, il s'accorda une pause dans le salon où la lumière du matin entrait timidement par les volets entrebâillés. En posant la besace noire de sa mère sur la table, il l'ouvrit machinalement, cherchant les documents pour ses soins. Et c'est là, entre 2 carnets d'ordonnances, qu'il vit un papier plié en 2, glissé entre les pages d'un agenda médical. Il le reconnut instantanément. Ce n'était pas seulement un billet, c'était le billet, celui que la jeune femme avait laissé. Il le déplia doucement, une fois encore. Le papier avait une texture rugueuse, presque artisanale. Les mots, écrits à la main, vibraient encore de sincérité. « Prenez soin de vous. Vous m'avez rappelé ma mère. » Mais ce qu'il n'avait pas vu la première fois, c'était au dos. Quelque chose de si minuscule qu'on aurait pu ne jamais y prêter attention. Une initiale, inscrite à l'encre presque effacée, dans le coin inférieur droit. Un C suivi d'un point, rien de plus. Et pourtant, dans la précision et la finesse du tracé, il y avait une intention. Ce n'était pas une signature pour qu'on la retrouve, mais peut-être inconsciemment un lien tendu vers l'inconnu. Étienne resta assis longtemps, le billet entre les doigts. Loin de ce lasser, il se sentait de plus en plus lié à cette femme mystérieuse. Ce simple mot, ce « C »,
suffisait à le pousser à continuer. Il ressentait un respect profond, presque sacré, pour cette jeune femme qui avait disparu aussitôt après son acte de bonté. Il se demanda quel genre de vie elle pouvait mener. Avait-elle une famille? Était-elle mariée? Pourquoi ce besoin de rester invisible? Il pensa un instant à engager un détective, mais l'idée le dégoûta. Cette recherche ne devait pas devenir une intrusion. Il voulait qu'elle garde sa dignité, son mystère, même dans sa quête. Il devait la retrouver par des moyens honnêtes, simples, en suivant le fil naturel des choses. Il retourna alors dans le quartier de l'incident. Il interrogea les gardiens d'immeubles, les concierges, les commerçants. Tous semblaient l'avoir vue sans jamais vraiment la connaître. Une femme comme elle ne laissait pas de traces. Elle passait, aidait, souriait et disparaissait. Puis, un matin, dans le hall d'un immeuble moderne en verre et acier, une réceptionniste lui donna une nouvelle information. « Vous parlez sans doute de Claire Lefebvre », dit-elle, en consultant son registre. « Elle a travaillé ici la semaine dernière. C'est une indépendante, elle ne passe jamais par des agences. On la recommande entre clients. Mais elle n'a laissé aucune carte. » Étienne nota le nom dans son carnet. « Claire Lefebvre ». Il le répéta, intérieurement. Ce n'était qu'un nom, mais il contenait déjà une promesse. Il remercia la jeune femme et sortit dans le froid matinal, le cœur un peu plus léger. Il n'avait pas encore trouvé Claire, mais il avait désormais un nom, un visage gravé dans sa mémoire et un billet comme talisman. Il savait que leur chemin allait se croiser à nouveau. Il l'ignorait encore, mais ce moment arriverait plus vite qu'il ne le pensait. Le jeudi suivant, le ciel était encore chargé de nuages menaçants au-dessus de Lyon, comme si l'hiver refusait de céder sa place au printemps. Étienne descendit du tramway près du quartier d'affaires de Pardieu. Il avait une réunion qu'importante dans un des immeubles les plus récents de la zone, une tour de verre imposante, où son entreprise envisageait d'installer une antenne régionale. Vêtu de son costume sombre, il avançait d'un pas mesuré, le regard distrait, bien qu'il soit ponctuel à l'extrême. L'entrée de l'immeuble s'ouvrait sur un grand hall, aux murs en pierre blanche et aux plantes soigneusement disposées. Le sol brillait de propreté. Étienne marchait en direction des ascenseurs lorsqu'un mouvement sur sa gauche attira son regard. Il tourna légèrement la tête, et son cœur manqua un battement. À quelques mètres de lui, agenouillée près d'un chariot de nettoyage, se trouvait Claire. Elle portait une blouse grise identique à celle de ce matin pluvieux. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, et ses mains, protégées par des gants fins, frottaient soigneusement une base de colonne en métal poli. Elle ne l'avait pas vue. Elle travaillait avec application, concentrée, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Étienne resta figé. Ce n'était pas une illusion, c'était elle, Claire Lefebvre. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta net. Une voix intérieure le retint. Devait-il se présenter, lui dire qu'il était le fils de la vieille dame qu'elle avait secourue, ou était-ce trop soudain, trop brutal? Étienne, d'ordinaire si sûr de lui dans les conseils d'administration, se sentait soudain comme un adolescent maladroit. Il détourna légèrement la tête, reprenant sa marche, mais au lieu d'aller directement vers les ascenseurs, il fit le tour du hall, l'observant du coin de l'œil. Lorsqu'elle se redressa, prenant une pause pour s'étirer les bras, elle aperçut sa silhouette. Elle le regarda brièvement, sans le reconnaître. Il lui sourit, doucement, presque timidement. Claire répondit par un petit hochement de tête, poli comme elle le faisait avec tous les passants. Elle reprit aussitôt son travail. Ce simple échange suffit à Étienne pour ressentir un frisson. Il savait que c'était maintenant ou jamais. Il s'approcha, posant un regard bienveillant sur elle. « Bonjour », dit-il doucement. « Vous travaillez ici souvent ?» Claire se redressa surprise. Sa voix était calme, posée. Elle le détailla, du regard intrigué par ce parfait inconnu qui lui adressait la parole. « Bonjour. De temps en temps, répondit-elle. C'est un contrat ponctuel. » Étienne hocha la tête, prenant soin de ne pas paraître intrusif. C'est rare de croiser quelqu'un qui fait son travail avec autant de soin. Je voulais vous le dire. Claire le regarda, surprise, puis sourit légèrement. « Merci, c'est gentil. » Un silence bref s'installa. Il ne voulait pas brusquer les choses, ni parler de ce qu'il savait. Il choisit la voie de la discrétion. « Je m'appelle Étienne, au fait. Je viens ici pour une réunion, mais j'avoue que j'avais besoin d'un peu de calme avant d'entrer dans la jungle des chiffres. » Claire sourit à nouveau, cette fois avec plus de chaleur. « Moi, c'est Claire.
Mais j'imagine que vous l'avez deviné. » Il acquiesça, le cœur battant. Elle venait de confirmer son identité sans qu'il ait eu besoin de poser la question. « Enchanté, Claire. Peut-être qu'on se recroisera ici, qui sait. »« Peut-être, » répondit-elle simplement. Elle se remit au travail et Étienne s'éloigna vers l'ascenseur, le sourire aux lèvres. Il n'avait pas révélé la vérité. Pas encore. Mais il savait que le hasard venait de lui offrir une seconde chance. Étienne passa la journée avec l'image de Claire gravée dans l'esprit. Ce bref échange dans le hall du bâtiment n'avait duré que quelques minutes, mais il avait suffi à raviver avec force tout ce qu'il avait ressenti le jour où il l'avait vue sous la pluie. Elle était bien réelle, bien là, et elle ne se doutait de rien. Il se sentait comme un imposteur, pourtant il ne voulait pas renoncer à la découvrir davantage. Le simple fait de l'avoir retrouvée par hasard, sans artifice, lui donnait l'impression que quelque chose de plus grand s'orchestrait au-delà de ses décisions. Il retourna à Paris 2 jours plus tard, mais l'image de Claire ne le quittait plus. Sa silhouette fine, son sourire discret, la manière naturelle dont elle parlait, sans chercher à plaire, sans jouer un rôle. Il comprit qu'il devait la revoir, mais cette fois, de manière différente. Il voulait qu'elle se sente en confiance, qu'elle ne soupçonne pas qu'il l'avait cherchée ou observée. C'était un terrain glissant, mais il se décida à franchir le pas. À son retour à Lyon, Étienne appela son intendant et demanda à faire quelques ajustements dans sa maison de campagne située à l'ouest de la ville, un domaine discret entouré de collines, à 1 heure de route. Il y allait rarement depuis le décès de son père, mais il en gardait un attachement profond. L'endroit avait une âme, un calme particulier. C'était l'endroit parfait pour inviter Claire, loin du tumulte de la ville, sans la pression sociale de ses cercles habituels. Il revint au bâtiment où Claire travaillait, espérant la revoir. Il patienta dans le hall, prétextant un rendez-vous décalé. Lorsqu'il la vit apparaître, poussant son chariot, il ressentit un soulagement inexplicable. « Bonjour Claire », lança-t-il doucement en s'approchant. « Je ne savais pas si je vous reverrais. » Elle le regarda un peu surprise, mais pas méfiante. « Bonjour Étienne, vous avez encore une réunion aujourd'hui ?»« Non, pas cette fois. En fait, je voulais vous demander quelque chose d'un peu particulier. » Elle haussa légèrement les sourcils, curieuse. « J'ai une maison dans la campagne lyonnaise, un endroit qui a besoin d'un bon entretien et je cherche quelqu'un de confiance, quelqu'un comme vous. Je me suis dit que, peut-être, si vous êtes disponible, vous pourriez venir y travailler 1 ou 2 jours. » Claire resta silencieuse un instant. Elle n'était pas du genre à accepter une proposition sur un coup de tête, encore moins d'un homme qu'elle connaissait à Painet. Mais son instinct ne lui envoyait aucun signal d'alarme. Étienne ne semblait ni pressant, ni envahissant. Il avait une manière de parler qui inspirait une forme de sécurité. « Ce n'est pas un peu loin ?» demanda-t-elle. « Je peux vous y conduire ou faire venir un chauffeur pour vous. Ce n'est pas contraignant, je vous assure. Et bien sûr, tout sera payé correctement. » Claire hésita encore. Elle n'aimait pas dépendre de la gentillesse des autres. Mais quelque chose dans la proposition la tentait. Elle aimait les endroits calmes, et l'idée de s'éloigner de la ville, ne serait-ce que pour un moment, était séduisante. « D'accord, un jour peut-être pour commencer. » Étienne sourit, soulagé. « Parfait, je vous enverrai les détails. » Ils échangèrent. Un numéro de téléphone. C'était la première fois qu'il avait quelque chose de personnel d'elle, et cela lui sembla presque irréel. Il la remercia une dernière fois, puis s'éloigna. Ce soir-là, en rentrant, Claire réfléchit longuement. Elle ne savait pas pourquoi elle avait accepté. Étienne ne ressemblait pas aux hommes qu'elle croisait d'habitude. Il n'était ni trop sûr de lui, ni distant. Il semblait sincère, mais elle sentait bien qu'il lui cachait quelque chose. Pourtant, au fond, elle n'avait pas peur. Elle avait appris à écouter les silences, et ceux d'Étienne ne lui faisaient pas peur. Quand elle éteignit la lumière ce soir-là, elle pensa à lui plus qu'elle ne l'aurait voulu. Le dimanche suivant, le ciel était dégagé au-dessus de la campagne lyonnaise. Claire était assise sur la banquette arrière d'une voiture noire qui roulait lentement à travers les collines. Étienne avait insisté pour qu'elle ne prenne pas les transports publics. Un chauffeur l'avait cherchée tôt le matin, avec discrétion et courtoisie, sans poser de questions. Pendant le trajet, elle avait observé le paysage changer, les immeubles disparaissant peu à peu pour laisser place à des champs et des forêts denses. Elle n'était jamais allée aussi loin pour un simple thé.
Travail de ménage. Lorsqu'elle arriva au domaine, elle resta figée quelques secondes. La maison n'était pas un manoir ostentatoire, mais une bâtisse ancienne de pierre claire, entourée de vignes et de cyprès. L'endroit respirait la tranquillité. Le portail s'ouvrit silencieusement, et Étienne l'attendait sur le perron, vêtu simplement, sans costume, les manches retroussées. Il lui sourit, l'air sincèrement heureux de la voir. « Bienvenue, Claire. Merci d'être venue. » Elle hocha la tête, regardant autour. « C'est magnifique ici. Je suis content que ça vous plaise. Je n'y viens pas souvent, mais j'ai toujours aimé cet endroit. » Il lui montra la maison, les pièces calmes, baignées de lumière, les meubles anciens mais bien entretenus. Elle se mit au travail rapidement, passant d'une pièce à l'autre avec efficacité. Étienne la laissa tranquille, travaillant sur son ordinateur dans le salon. Le silence de la campagne, brisé seulement par le chant des oiseaux, créait une atmosphère paisible et hors du temps. Vers midi, il lui proposa un déjeuner simple dans la véranda. Elle hésita, puis accepta, essuyant ses mains et retirant ses gants. « Vous cuisinez aussi ?» demanda-t-elle en voyant les plats servis. « Quand j'ai le temps, j'aime bien faire les choses moi-même parfois. » Le repas se passa d'abord dans une ambiance légère. Ils parlèrent de banalités, du climat, des habitudes de la campagne. Puis, doucement, la conversation glissa vers des sujets plus profonds. « Et vous, Claire, vous avez toujours travaillé dans le ménage ?» Elle prit une gorgée d'eau puis posa le verre. « Pas toujours. J'ai commencé jeune. Après le lycée, j'ai essayé de faire autre chose, mais la vie décide parfois pour nous. » Elle leva les yeux vers lui, comme pour jauger sa réaction, puis continua. « Mon père est mort d'un infarctus quand j'avais 17 ans. Il jouait du piano dans un petit bar de jazz. C'était un homme doux, passionné. Il m'a appris à jouer dès l'âge de 6 ans. C'était notre lien. Après sa mort, tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade quelques années plus tard. Alors j'ai tout laissé de côté. Les études, le piano, tout. » Étienne la regardait avec une attention muette. Il sentait que ces mots, elle ne les disait pas souvent. Ils portaient un poids, celui d'une jeunesse abandonnée par nécessité. « Je suis désolé, Claire, pour tout cela. » Elle haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas de la pitié que je cherche. Je vis avec, on s'adapte. Et puis, parfois la musique me revient, je joue encore quand j'ai le courage. Vous avez un piano ?» Elle secoua la tête, un sourire triste. « Un vieux clavier, dans un coin de la cuisine. Il fonctionne à peine, mais ça suffit pour se rappeler. » Un silence doux s'installa. Étienne aurait voulu lui dire qu'il comprenait, qu'il avait aussi perdu son père trop tôt, qu'il connaissait ce vide, que rien ne comble. Mais il se retint. Il savait que ce n'était pas encore le moment. Et surtout, il ne pouvait pas encore révéler qui il était vraiment. Il la remercia encore d'être venue, et elle reprit son travail. Lorsqu'elle termina en fin d'après-midi, il la raccompagna jusqu'à la voiture. « Je peux revenir si vous avez besoin d'un autre jour », dit-elle en montant à bord. « J'aimerais beaucoup », répondit-il avec sincérité. Le véhicule s'éloigna lentement. Étienne resta un moment sur le perron, le cœur serré. Il savait qu'il lui mentait par omission. Et plus il la connaissait, plus cela lui pesait. Mais il ne voulait pas la perdre. Pas maintenant. Les jours suivants, Claire continua sa routine silencieuse entre les appartements qu'elle nettoyait et les soins qu'elle prodiguait à sa mère. Elle pensait souvent à Étienne, mais refusait de s'abandonner à l'idée que quelque chose de réel pouvait naître entre eux. Elle l'aimait bien, c'était indéniable. Il avait une douceur dans le regard, une manière rare de écouter sans interrompre, une patience calme. Et pourtant, une part d'elle restait sur la défensive. Les hommes polis, elle en avait connu quelques-uns, mais la plupart finissaient par montrer leur vrai visage. Elle avait accepté de retourner à la maison de campagne le samedi suivant. Cette fois, elle avait emporté une petite boîte contenant de vieilles partitions, des souvenirs de son père. Elle n'osait pas lui en parler, mais quelque chose dans ce lieu l'invitait à se reconnecter à cette musique intérieure, longtemps oubliée. Étienne l'avait accueillie avec un sourire franc, un peu trop enthousiaste peut-être, mais sans lourdeur. Ils avaient déjeuné ensemble à nouveau, puis elle avait proposé de nettoyer la bibliothèque, une pièce où elle n'était pas encore allée. C'est là que tout bascula. Alors qu'elle époussetait les étagères, ses doigts s'attardèrent sur un livre ouvert. Sur la page de garde, elle reconnut un article découpé et collé soigneusement. Une photo d'Étienne, souriante en costume, entourée de personnalités du monde des affaires. Le titre disait tout. Étienne Moreau,
le prodige discret de la finance française, à la tête d'un empire familial estimé à plus de 100 millions d'euros. Claire resta figée. Elle relut le titre, puis regarda la photo. C'était bien lui. L'homme simple qui lui avait cuisiné un plat de lentilles, qui lui avait parlé de balades à pied, de silence et de livres. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un héritier, un millionnaire, un homme public. Et il ne lui avait rien dit. Elle descendit les escaliers lentement, le cœur battant fort dans sa poitrine. Étienne, debout dans la cuisine, se retourna en entendant ses pas. « Claire, quelque chose ne va pas ?» Elle le fixa longuement, puis montra le journal qu'elle tenait. « C'est vous, ça? Étienne Moreau, le prodige discret ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 réponses. Il ouvrit la bouche, mais elle le coupa d'un geste. « Depuis combien de temps vous savez qui je suis? Depuis le jour de votre mère, n'est-ce pas ?» Il ne nia pas. Il ne pouvait pas. « Je vous ai vu ce jour-là. J'ai su que c'était vous. Mais je ne voulais pas que ma position influence quoi que ce soit. » Claire secoua la tête, incrédule. « Et vous avez pensé que me mentir était mieux, me cacher votre vraie vie, me faire croire que vous étiez quelqu'un de simple comme moi. Ce n'était pas un jeu, Claire. Je voulais juste apprendre à vous connaître sans le poids de tout ça. Vous avez eu cette chance. Moi, je n'ai jamais eu ce luxe. » Elle posa le journal sur la table, se dirigea vers la porte, le visage fermé. Étienne tenta de la retenir par le bras, mais elle se dégagea doucement. « Je croyais que vous étiez différent. Mais vous avez juste eu peur que je vous voie pour ce que vous êtes vraiment. Un homme riche, habitué à cacher les vérités. » Elle sortit sans se retourner, laissant Étienne seul dans le silence, épais de sa maison, avec pour seule compagnie les pages froissées de son propre portrait. La semaine qui suivit le départ précipité de Claire fut pour Étienne un long tunnel de silence et de réflexion. Il restait assis dans sa maison de campagne, les stores à moitié fermés, les repas à peine touchés, l'ordinateur portable resté éteint sur la table. Il avait l'habitude de gérer des crises financières, de jongler avec des millions, de négocier sous pression. Mais rien ne l'avait préparé à cette forme de vide, cette sensation lancinante d'avoir trahi quelque chose de rare. Une vérité simple, qui ne dépendait ni de sa fortune ni de son nom. Il tenta de l'appeler, une fois, puis deux. Pas de réponse. Les messages laissés sur la boîte vocale restaient sans suite. Il n'osa pas aller chez elle, craignant que cela ne soit perçu comme une nouvelle intrusion. Il comprenait sa colère. Elle lui avait ouvert une porte. Elle s'était livrée, vulnérable, et lui, en retour, avait masqué son identité, croyant la protéger. Mais il voyait maintenant que ce n'était pas elle qu'il protégeait, c'était lui-même. Pendant ce temps, Claire aussi vivait une semaine difficile. Elle s'efforçait de continuer ses tâches comme à l'accoutumée, mais son esprit s'échappait sans cesse vers cette maison de pierre, vers ce regard qu'elle avait appris à lire et dont elle doutait désormais de chaque nuance. Elle se sentait trahie, oui, mais plus encore, elle se sentait déstabilisée par l'intensité de ce qu'elle avait commencé à ressentir. Ce samedi-là, alors qu'elle terminait un ménage dans un petit appartement du centre, elle entra dans la salle à manger pour ranger quelques journaux laissés sur la table. En les empilant, une des feuilles glissa et tomba au sol. Elle la ramassa machinalement, et là ses yeux tombèrent sur une image familière. Étienne, une nouvelle fois, cette fois dans un article sur une fondation caritative. Il y parlait de justice sociale, de méritocratie, de respect. Elle resta un moment figée devant la page, lisant et relisant ses paroles. Était-ce sincère? Était-ce calculé? Le lendemain, en fin d'après-midi, Étienne quitta enfin la campagne. Edoui n'en pouvait plus d'attendre. Il savait où elle travaillait parfois, alors il se posta discrètement à quelques pâtés de maison, espérant qu'elle passerait. Et elle passa. Claire s'arrêta net en le voyant. Ses yeux se durcirent, mais elle ne fit pas demi-tour. Il s'approcha lentement, sans tenter de la toucher, ni même de sourire. « Claire, je suis désolé. Pourquoi vous êtes là? Vous n'avez pas eu assez de silence cette semaine ?» Il baissa les yeux, puis les releva avec détermination. « Je devais vous voir, pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, juste pour expliquer, ou peut-être pour écouter. » Elle croisa les bras, le regard dur. « Je vous écoute. Le jour où je vous ai vu sous la pluie, je ne vous connaissais pas. Mais ce que vous avez fait pour ma mère, personne ne fait ça. Pas comme vous.
Je voulais juste comprendre qui vous étiez. Et quand je vous ai retrouvé, j'ai eu peur. Que si je vous disais tout, vous vous refermeriez. Que vous ne seriez plus vous-même. Et vous avez choix. Si de jouer un rôle, de mentir. De cacher une partie de moi, oui, mais pas de mentir. Tout ce que je vous ai dit était vrai. Ce que j'ai ressenti en vous écoutant parler de votre père, de la musique. Rien de tout cela n'était joué. Vous m'avez touché comme personne ne l'avait fait depuis des années. Claire resta silencieuse. Sa gorge se serrait, mais elle refusait de le montrer. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, Claire. J'ai seulement mal jugé ce que vous pouviez encaisser, et c'est moi qui ai été lâche. Elle détourna le regard un instant, puis répondit d'une voix plus basse. « Ce n'est pas votre argent qui me gêne. C'est ce que vous avez fait avec la vérité. J'ai passé ma vie à me battre pour que les gens me voient, moi. Pas la pauvreté, pas la fatigue, juste moi. » Il hocha lentement la tête. Et c'est exactement ce que j'ai vu. Un silence intense les enveloppa. Claire le regarda longuement, comme si elle cherchait dans ses yeux une preuve qu'il n'était pas en train de jouer un rôle cette fois. Puis, sans dire un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Étienne ne bougea pas. Il savait que cette conversation n'était pas une fin. C'était peut-être, avec un peu de chance, le début de quelque chose d'autre. Une semaine s'était écoulée depuis leur dernière conversation dans cette rue grise de Lyon. Étienne n'avait pas tenté de la revoir. Il avait compris que les mots ne suffisaient plus. Claire avait besoin d'autre chose, d'un acte vrai désintéressé, quelque chose qui ne vienne pas du millionnaire mais de l'homme qu'il était en train de devenir grâce à elle. Il passa plusieurs jours à réfléchir, fouillant dans ses souvenirs communs avec elle. Il repensa au vieux clavier dans sa cuisine, aux partitions pliées dans une boîte, à cette flamme éteinte qu'elle avait évoquée presque avec honte. La musique. C'était là que résidait sa vérité, son essence. Il décida de ne pas la contacter mais d'agir. Il téléphona à une petite ONG locale qu'il avait contribué à financer il y a quelques années, une structure modeste qui accueillait des enfants après l'école, leur offrant soutien scolaire, activités culturelles et, quand les dons le permettaient, quelques cours de musique. Il savait que Claire y faisait du bénévolat un jour par semaine. Il demanda à la responsable s'il était possible de faire une donation matérielle, en toute discrétion. Quelques jours plus tard, un camion de livraison s'arrêta devant le centre. Les enfants sortirent en courant, curieux, suivis de 2 bénévoles, parmi eux Claire. Lorsqu'elle vit les hommes décharger avec précaution un piano droit, noir, élégant, elle crut d'abord à une erreur. Elle s'avança, interdite. Il doit y avoir une confusion. Ce n'est pas pour ici. Mais les livreurs confirmèrent. Le piano avait été offert à l'ONG, Don Anonyme. Aucun nom, aucun message officiel. Juste une enveloppe posée sur le couvercle fermé, contenant un petit mot écrit à la main, plié avec soin. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. Pour que ta musique ne s'arrête jamais. Aucune signature. Mais elle reconnut la calligraphie immédiatement. Chaque lettre, chaque courbe, portait l'empreinte d'Étienne. Elle resta là, figée devant l'instrument. Les enfants autour d'elle s'extasiaient. Certains demandaient s'ils pourraient apprendre à jouer. Elle ne disait rien. Elle tenait toujours le papier dans sa main, le cœur battant à une vitesse folle. Ce geste, simple et pur, était plus éloquent que toutes les excuses du monde. Il n'y avait pas eu d'ostentation, pas de grande déclaration, seulement une main tendue vers ce qu'elle avait de plus intime. Sa passion oubliée, son lien avec son père, son refuge secret. Ce soir-là, après que les enfants furent rentrés chez eux, Claire resta seule dans la salle d'activité. Elle s'assit devant le piano, hésita un instant, puis souleva le couvercle. Elle posa ses doigts sur les touches, une gamme, une autre, puis quelques notes d'une valse qu'elle avait jouée, adolescente, dans la petite cuisine familiale. La sonorité claire et profonde résonna dans la pièce vide. Elle ferma les yeux. Les premières larmes coulèrent sans bruit. Pas de tristesse, de soulagement, de reconnaissance. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une certitude limpide. Il y avait dans son cœur un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le piano dans la salle de l'ONG, les notes qu'elle avait jouées, le geste d'Étienne, tout cela avait agi comme une clé silencieuse, ouvrant une porte longtemps verrouillée. Ce n'était pas une question de pardon, c'était une reconnaissance. Il avait compris, il avait écouté. Et surtout,
Il n'avait rien demandé en retour. Elle prit le tramway en direction de la Croix-Rousse. Le quartier était encore endormi, sous un ciel gris de fin d'hiver. Elle descendit près de la maison de Madame Moreau, là où tout avait commencé. Elle hésita un instant devant le portail, puis appuya sur l'interphone. Une voix familière répondit. « Allô? C'est Claire Lefebvre. Est-ce que je pourrais parler à Étienne ?» Un court silence, puis la porte s'ouvrit sans un mot. Elle entra lentement, le cœur serré mais décidé. Dans le jardin, elle aperçut Madame Moreau qui arrosait des plantes malgré le froid. La femme leva les yeux, surprise mais non hostile. « Vous êtes Claire, je vous reconnais. » Claire s'approcha, la salua avec respect. « Je suis venue parler à votre fils, si vous permettez. Il est à l'étage. Je vais le prévenir. » Quelques minutes plus tard, Étienne descendit les escaliers. Il portait un pull en laine sombre, les cheveux un peu en bataille. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta, pris de court. Mais il ne dit rien. Il attendit. « J'ai vu le piano, dit-elle d'un ton calme, à l'ONG. Je ne voulais pas signer. Je voulais juste que vous sachiez que je vous ai écouté. » Elle hocha la tête. « Je sais, et j'ai compris pourquoi vous ne m'avez rien dit au début. Vous aviez peur que je vous voie comme les autres vous voient. J'ai eu peur de vous perdre, avant même de vous connaître vraiment. » Un silence doux s'installa. Ils étaient là dans cette pièce aux murs pâles, sans artifice. Deux êtres debout sur les ruines d'un malentendu, mais encore debout. Claire s'approcha sans brusquerie. « Vous savez, je me suis sentie trahie, mais pas par votre fortune, par la sensation d'avoir été observée, comme si je n'avais pas eu le choix. Je comprends, et je suis désolé, mais je ne vous ai jamais vu comme un mystère à résoudre. Vous étiez une évidence. » Elle le regarda longuement. Et dans ses yeux, elle ne vit plus le fils du monde des affaires, ni le millionnaire en costume. Elle vit un homme seul, sincère, vulnérable. Un homme qui avait vu sa douleur, mais qui n'avait pas cherché à la fuir. Elle s'approcha encore d'un pas. « Je ne vous promets rien, Étienne. Je ne sais pas ce que c'est, ce que nous avons. Mais je veux le découvrir, ensemble, sans mensonge. C'est tout ce que je veux, Claire, juste ça. » Ils restèrent là, immobiles, sans besoin de se toucher ni de s'embrasser. Ce moment était plus fort que tous les gestes. C'était la première fois qu'ils se voyaient vraiment. Deux âmes nues, sans crainte, sans masque. 3 mois plus tard, le printemps avait transformé Lyon en une ville de lumière et de couleurs. Les arbres, autrefois nus et sombres, s'étaient couverts de feuilles nouvelles. Les marchés de quartier reprenaient vie, et l'air sentait le pain chaud et les fleurs fraîches. Dans ce décor vibrant, une salle au rez-de-chaussée d'un ancien bâtiment industriel avait été entièrement rénovée. Les murs de pierre conservaient la mémoire du passé, mais l'intérieur vibrait d'un avenir en gestation. Claire Lefebvre regardait les derniers préparatifs depuis la petite scène installée au fond de la salle. Autour d'elle, des enfants ajustèrent des chaises, des bénévoles accrochaient des affiches colorées et un piano noir luisait sous les rayons du soleil filtrés par les grandes baies vitrées. Elle avait voulu que ce jour soit simple, vrai et à son image. L'école de musique populaire ouvrait ses portes ce samedi-là. Un rêve jadis abandonné, maintenant ancré dans le réel. Le projet avait germé lors d'une longue promenade entre Claire et Étienne dans les collines près de la maison de campagne. Elle avait parlé de ses désirs, non pas de grandeur mais de sens. Une école où les enfants des quartiers modestes pourraient découvrir la musique sans pression, sans sélection, sans élitisme. Étienne n'avait pas proposé de financer tout, au contraire. Il avait posé une condition, qu'ils construisent cela ensemble, à parts égales. Claire accepta, à condition de garder la direction pédagogique et de n'utiliser sa contribution qu'en tant que levier, jamais comme moteur unique. Le compromis leur ressembla. Il n'y eut pas d'inauguration officielle avec flash et discours, juste une matinée de portes ouvertes, des notes qui flottaient dans l'air et des sourires discrets. Madame Moreau était venue. Elle regardait sa belle-fille potentielle avec une affection silencieuse, fière de son fils, mais encore plus de cette femme qu'elle avait aperçue une fois, trempée sur un trottoir, penchée sur une vieille dame. Les élèves commencèrent à jouer, maladroits mais enthousiastes. Claire passa entre eux, encourageant d'un regard, corrigeant une position de main, murmurant quelques notes de guidance. Elle rayonnait d'une lumière nouvelle. Sa musique avait retrouvé un public, mais plus encore une mission.
Étienne, assis au fond de la salle, l'observait. Il ne cherchait plus à la sauver. Il n'en avait jamais eu besoin. C'était elle qui lui avait rappelé ce que signifie la sincérité, la présence, le respect du rythme des autres. Il se leva et marcha lentement vers elle, s'arrêtant à quelques pas. « Tu réalises ce que tu as fait » murmura-t-il. « Ce que nous avons fait » corrigea-t-elle avec un sourire. « Tu crois que ton père serait fier ?» Elle regarda le piano, puis les. « Qu'enfin, je crois qu'il serait là quelque part à chanter faux avec eux. » Ils rirent doucement, puis, sans rien ajouter, elle glissa sa main dans la sienne. Le geste était simple, sans déclaration, juste un lien, désormais solide. La salle vibrait de musique, de voix d'enfants, de vie. Et au milieu de tout cela, Claire et Étienne ne cherchaient au plus à se comprendre. Ils avançaient ensemble, dans le même tempo. Le hasard les avait réunis, mais c'était la vérité qui les avait gardés. Leur histoire n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel.